cette table ronde intitulée « Mixité sociale, deux points incontournables ou horizons inatteignables des politiques de renouvellement urbain ». Avant d'en présenter un rapide sommaire, quelques petits éléments d'organisation, mais vous les connaissez déjà. Vous allez voir s'afficher régulièrement sur l'écran derrière moi une adresse internet à laquelle vous pouvez envoyer des messages pour poser des questions qui m'arriveront, vous le savez maintenant, sur cette tablette. Voilà pour l'aspect pratique. Je suis donc très heureux de vous accueillir tous les quatre. Parler de mixité sociale, c'est interroger le rôle de l'ANRU, car dès le premier PRU, puis encore lors du second, cet objectif a été clairement énoncé comme un objectif à atteindre, une sorte d'étoile polaire, pas la seule, mais un objectif qui devait guider le processus. Et Renaud Epstein nous l'a rappelé ce matin avec la fougue que tout le monde lui connaît, lorsqu'il s'est étonné que ces mots aient été peu prononcés. Pourtant, cet objectif, il a été assez peu clairement défini et j'aimerais bien qu'on y revienne aujourd'hui. Bien sûr, l'objectif est d'enrayer la concentration spatiale de la pauvreté, nous en parlerons, mais quels sont les indicateurs objectivables de cette mixité sociale? Comment mesurer la progression de la mixité sociale quand la population des quartiers est par essence mouvante? Et Hugo Botton vient de nous le rappeler. Se mesure-t-elle à la seule aune des différences de revenus ou y a-t-il d'autres critères? Quelle place de l'école, de la mixité scolaire, quelle place l'école et la mixité scolaire prennent dans ce processus? Autant de pistes, et ça en fait déjà beaucoup pour cette petite heure de table ronde. Voilà, que nous allons avoir ensemble. Nina Guillon, je vous présente d'abord. Vous êtes maîtresse de conférence à la Paris School of Economics et à l'ENS et chercheuse au LIEP pour le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Bonjour. Marie-Christine Jaillet, vous êtes directrice de recherche au CNRS, directrice du LIST, le labo interdisciplinaire, on n'en sort pas de l'interdisciplinarité, solidarité, société et territoire, et présidente du Conseil de développement de Toulouse Métropole, ainsi que du comité d'histoire de la politique de la ville. Bonjour Marie-Christine Jaillet, nous accueillons également Patrick Jarry, à ma droite, maire de Nanterre pendant près de 20 ans et conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Bonjour Patrick Jarry. Et enfin, je suis heureux d'accueillir au centre de cette brochette Manuel Domergue, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Alors à tous, je vais vous demander de faire un petit exercice de définition au début de vos interventions. De quoi parle-t-on quand on parle de mixité sociale? Qu'est-ce qui la définit et ce qui permet de la mesurer? J'y ajouterai pour vous, Manuel Domergue, une première question. Est-ce que la mixité sociale est un outil de lutte contre la pauvreté? Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vaste question. La mixité sociale, c'est difficile à définir. Je pense que vous l'avez bien dit, puis tout le monde l'a bien compris. C'est pas impossible, mais il y a plusieurs manières de la définir. Il n'y en a pas une seule. Et en fonction de la manière dont on la définit, ça peut créer des résultats qui peuvent être assez différents. Et surtout, c'est quand on parle de mixité, sa mixité sociale, tu l'as dit Édouard, mixité scolaire également, et les deux ne vont pas forcément ensemble. C'est la question de l'évitement de la carte scolaire. Mixité de genre, on voit, il y a des classes mixtes, non mixtes, mixité fonctionnelle, est-ce qu'on est dans des quartiers monofonctionnels ou pas? Et est-ce que ça a un effet, cette mixité, sur la sortie de la pauvreté? La question, elle est débattue fortement, et ça a été un peu abordé en début d'après-midi, ça a été très débattu entre les chercheurs. Est-ce qu'il y a un effet quartier en tant que tel qui permet à lui seul d'aider à sortir de la pauvreté? Le débat n'est pas tranché, je crois. Instinctivement, on se dit qu'effectivement, c'est plutôt bien d'avoir des quartiers mixtes, des rencontres entre classes sociales, parce que le contraire de la mixité, c'est l'entre-soi, le ghetto, de riches, de pauvres, et on voit bien que ça résonne de manière assez négative. Et en même temps, l'entre-soi, qui est évidemment connoté négativement, a aussi parfois des vertus. En tout cas, les personnes peuvent le vivre comme ça. On connaît l'entre-soi des riches, ils le recherchent ardemment, donc c'est bien qu'il y a un intérêt pour eux. Il y a aussi un entre-soi beaucoup plus subi des ménages les plus pauvres, et qui évidemment est souvent rejeté, évité, mais qui a aussi des avantages. L'entre-soi, c'est aussi échapper parfois à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de certains moments de la journée, de la semaine, de la vie, échapper à la rencontre de la discrimination, des inégalités sociales. Donc ça peut aussi avoir un intérêt qui est souvent mal compris
Et à chaque fois qu'il y a des politiques volontaristes de mixité sociale ou de dispersion de la pauvreté, ça se heurte souvent à des résistances parfois qui sont mal comprises, parce que l'entraide, notamment l'entraide communautaire avec des personnes avec qui vous partagez des caractéristiques, des origines, etc., en fait, ça a une valeur importante. Et disperser ces regroupements communautaires, qu'ils soient voulus ou subis, c'est aussi un risque. Et on le voit notamment aujourd'hui, l'État essaie de disperser les personnes sans domicile. C'est autre chose, hein, avec des sas de desserrement et les envoyer un peu partout en région, parce qu'en Ile-de-France, effectivement, c'est très engorgé. Beaucoup de personnes résistent en disant, en fait, moi, ce qui m'a aidé depuis mon arrivée sur le territoire, c'est moins l'État que mes cousins, les gens de mon village, des connaissances. Et donc, si on m'envoie à Angers, à Toulouse ou à Bordeaux, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Donc, cette entraide, elle a aussi une vertu, et on ne peut pas la casser comme ça, sans concertation et surtout sans solution de rechange qui soit plus intéressante. Et encore une fois, parce qu'on parle de l'ANRU, évidemment, on regarde la mixité sociale, comment on fait pour la faire à l'échelle des quartiers défavorisés, donc faire venir, attirer des ménages plutôt de classe moyenne dans ces quartiers-là. Mais évidemment, il y a aussi la mixité sociale à l'envers, qui consiste à ouvrir des quartiers riches aux ménages les plus pauvres. Et les deux peuvent tout à fait aller dans le sens de la mixité sociale. Et on voit bien que ces politiques aujourd'hui d'ouvrir les quartiers les plus riches aux ménages populaires, c'est des politiques qui sont mises à mal, qui existent, hein. Il y a des efforts qui sont faits, la loi SRU, etc. Mais encore une fois, on voit, il y a quelques jours, elle a été quand même en grande partie remise en cause par le Premier ministre. Donc ça aussi, si on veut faire la mixité sociale, on peut la faire de plusieurs manières différentes. Il y a la question des attributions aussi de logements sociaux dans les HLM des villes ou des quartiers les plus aisés. Il y a des objectifs légaux qui ont fini par être imposés dans la loi égalité et citoyenneté. Ils ne sont absolument pas respectés. Et ils ne sont pas en voie d'être respectés. Personne ne dit rien, ça n'intéresse personne. Donc on voit que cette mixité sociale peut tout à fait se faire autrement que par ce qui vient à l'esprit spontanément, qui est de démolir des habitats les plus sociaux dans les quartiers les plus défavorisés et disperser quelque part la pauvreté. On peut aussi, au lieu de disperser la pauvreté, on peut aussi redistribuer les richesses, notamment les richesses immobilières. Donc on voit qu'il y a plusieurs outils existants et qu'on n'est pas obligé de taper toujours sur le même clou. Voilà. Pour reprendre l'intitulé de... Tu fais consensus. Pour reprendre l'intitulé, et excusez-moi, je vais reciter Epstein, mais qui a fait ses sorties ce matin, il dit clairement cet objectif, il faut le réinterroger. Est-ce que c'est un enjeu? Et c'est très clairement comme ça que c'est formulé dans la question de cette table ronde. Manuel, est-ce que cet enjeu de mixité sociale est un vrai enjeu, est un vrai objectif, ou est-ce que c'est une sorte de chimère, de mythe, comme disait Tommaso Vitale tout à l'heure? Oui, ça a une valeur de slogan, effectivement, mais je pense que ça aussi, c'est quand même assez partagé. Donc si c'est partagé, c'est aussi que c'est sans doute un objectif qui a sa légitimité. Et donc l'évaluer, on verra, les résultats sont souvent difficiles à montrer. Ils peuvent exister, mais ils sont difficiles. Mais il faut vraiment dire, je pense, et c'est là que le bilan, je pense, de ces 20 ans de renouvellement urbain est mitigé. C'est que, enfin, mitigé et plus varié que ce qu'on peut regarder. Je pense que le principal apport de l'action de l'ANRU depuis 20 ans, c'est d'avoir enfin mis de l'argent, beaucoup, sur ces quartiers qui avaient été très souvent abandonnés. Et je suis étonné souvent qu'on mette autant, enfin c'est pas si étonnant, mais qu'on mette autant en débat à la question des démolitions-reconstructions, c'est l'aspect le plus spectaculaire, et qu'on oublie très souvent celui qui touche plus de logements, qui sont les réhabilitations de logements. 400 000 réhabilitations du premier PNRU. Pour 175 000 démolitions. Oui, voilà, donc c'est beaucoup plus consensuel, hein. Personne ne s'est jamais opposé à des réhabilitations. Bon, ça pose quelques soucis, parfois quelques désagréments, mais tout le monde est pour les réhabilitations. Alors que démolition-reconstruction, on voit que c'est un gros enjeu, ça crée des mécontents, des contents aussi, hein, mais donc peut-être qu'il faut aussi remettre la focale et du coup les indicateurs sur la satisfaction des personnes ici et là dans ces quartiers qui peuvent bénéficier des opérations en rue qui améliorent leur cadre de vie et pas simplement le cadre de vie de personnes qu'on va chercher à faire venir dans leur ex-quartier. Donc il faut regarder tout l'ensemble et c'est pour ça que les indicateurs de satisfaction que l'ANRU essaie de mettre en avant régulièrement ont aussi leur valeur. Après, il y a un côté très subjectif, et ils sont plutôt positifs. Ils ne sont pas unanimes, mais ils sont plutôt positifs. Et je pense que c'est finalement
effectivement, la principale avancée de l'ANRU, c'est plus ça que le fait de savoir s'il y a 35 ou 34 ou 36% de ménages du premier décile dans tel ou tel quartier, même si c'est aussi intéressant. Merci. Nina Guyon, vous co-signez une étude qui a été livrée hier par France Stratégie. Justement, Manuel parlait des indicateurs. Quels sont-ils ceux que vous avez essayé d'utiliser justement pour mesurer l'efficacité de cette politique de rénovation urbaine ? Alors, mesurer l'efficacité de cette politique, je serai très précautionneuse là-dessus. Avant de répondre à votre question, je vais m'attacher à faire ce que vous nous avez demandé de faire. C'est gentil. Essayer de définir ce que c'est que la mixité sociale, aussi parce que voilà, ma recherche est un peu plus large que juste cet élément. Et surtout, quand on parle de mixité sociale, je pense qu'il faut, en particulier parce qu'ici, on est aux 20 ans de l'ANRU, il faut bien avoir en tête qu'on ne parle pas que des quartiers pauvres quand on parle de mixité sociale, par définition, parce qu'on ne peut pas faire de la mixité juste au sein des ménages pauvres. Enfin, je veux dire, ça, en soi, c'est pas possible. Donc, quand on parle de mixité sociale, on parle de ménages qui bougent. Et pourquoi est-ce qu'on... Donc, qu'est-ce qu'on sait de la recherche aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on nous bassine avec la mixité sociale exactement ? Parce que ce que la recherche montre aujourd'hui, c'est que, en particulier pour un enfant, bon, ça c'est ma casquette éducation qui parle, mais aussi parce que voilà, sur le long terme, c'est de ça qu'on parle quand on parle des effets de la mixité sociale. On parle aussi des effets sur des générations. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui grandit dans un quartier pauvre versus dans un autre quartier ? Eh bien, on voit des effets forts. Donc moi, j'ai tout un pan de ma recherche qui s'intéresse à ça, qui regarde c'est quoi la différence de trajectoire scolaire pour un gamin qui grandit dans un quartier pauvre versus dans un autre quartier. Il y a tout un tas de recherches qui s'intéressent à c'est quoi la probabilité de trouver un emploi quand on vit dans un quartier pauvre versus quand on vit dans un autre quartier. Il y a de la discrimination, il y a aussi tout le côté de commute, des temps de trajet dans la journée où les quartiers sont souvent voilà, très peu accessibles, etc. Donc ça a des effets sur l'emploi. Quand on parle de mixité sociale, c'est tout ça qu'on parle. On parle de l'accès à la justice, on parle de l'accès à la santé. Enfin, je veux dire, c'est tout ça. Donc, on parle de quel est l'effet de grandir ou de vivre dans un quartier de pauvres versus quoi ? Versus grandir dans un autre endroit ou vivre dans un autre endroit dans la ville. Et c'est de ça qu'on parle. Pourquoi ça, c'est important ? Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas accepter que l'école ne soit pas la même pour tous, qu'on ne donne pas la même chance à tous de réussir en fonction de l'endroit où ils grandissent, que la justice ne soit pas rendue de la même manière, tout un tas de choses. Même si on parle de la délinquance, ne laissons pas ce sujet voilà, à un groupe politique donné. On parle de la délinquance. La délinquance, pourquoi c'est important la mixité sociale en termes de délinquance ? Parce qu'on sait qu'un des facteurs qui explique le plus le fait de commettre un acte de délinquance ou même de finir en prison, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir autour de soi des gens qui sont eux-mêmes délinquants, etc. Donc grandir dans un quartier pauvre, comme de fait il y a plus de délinquance dans ces quartiers, ça veut dire que cet enfant va avoir plus de chances lui-même d'être sanctionné et d'avoir une trajectoire comme ça. Donc pourquoi est-ce que ces enfants-là, ces ménages-là auraient tous ces effets négatifs et porteraient tous ces effets négatifs ? Donc c'est de ça qu'on parle quand on parle de mixité. Et donc, je pense qu'il y a tout un pan de la recherche qui s'intéresse à qu'est-ce qui se passe sur les ménages. Donc, quand on parle de la mixité et quand on dit, par exemple, donc dans cette étude de France Stratégie, où on se limite à un petit bout de la lorgnette qui est de regarder qu'est-ce qui se passe sur les quartiers où on investit beaucoup d'argent, ce qui est forcément une question importante. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ces quartiers. Le premier point, c'est de dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé pour tous les ménages qui bougent. Et comme nous le rappelait Hugo Beton tout à l'heure, des ménages qui bougent dans ces quartiers, il y en a énormément. On a 25%. On a quasiment la moitié des ménages qui sont là depuis moins de 5 ans. C'est ça qu'on voit dans les données d'Philocom. Les chiffres que j'avais en date dataient de 2013. Ça a peut-être un petit peu varié, mais je ne pense pas qu'on doit descendre si bas. Et donc on est vraiment, en fait, quand on parle des quartiers, on ne parle pas des ménages des quartiers, ça ne veut rien dire. En fait, il y en a très peu des ménages qui restent là pendant 30 ans dans ces quartiers. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on parle de gens qui bougent, qui arrivent et qui bougent. Donc, c'est aussi ça qui rend très difficile le fait de mesurer les effets de ces politiques. Donc, pour revenir à votre deuxième question sur la note France Stratégie, qui s'attache à regarder qu'est-ce qui s'est passé dans ces quartiers où, de fait, l'État a investi énormément d'argent
à juste titre, c'est mon opinion personnelle. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les quartiers où on a dépensé le plus en termes de dépenses par habitant, qui sont aussi les quartiers où on a démoli le plus et construit le plus parce que c'est ça qui coûte cher, dans ces quartiers-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une baisse de la part, donc là l'indicateur qu'on prend, en l'occurrence, il en faut un, on en a choisi un, la part de ménages pauvres, donc on a pris les ménages du dernier décile, donc les 10% les plus pauvres de la société, et donc on voit que cette proportion est bien entendu surreprésentée dans ces quartiers, et on voit que dans les quartiers où les démolitions ont été les plus intenses, cette part a diminué, elle a diminué fortement, très fortement. Ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Pourquoi ça reste quelque chose d'intéressant? Parce que si on a moins de ménages très pauvres, ça veut aussi dire que dans les écoles, on a aussi moins d'enfants de ménages très très pauvres. Donc on a potentiellement un contexte scolaire qui change un petit peu dans cet établissement scolaire-là. Est-ce qu'on a tout dit quand on a dit ça? Non. Où sont partis ces ménages très pauvres? Et ça, c'est quelque chose qui manque crucialement sur le PNRU. On ne sait pas où, on n'a pas de données nationales sur où sont partis ces ménages exactement, à quel endroit, dans quelles écoles ont été leurs enfants. On ne sait pas non plus, on a reconstruit à peu près la moitié des logements dans les quartiers, on a reconstruit l'autre moitié des logements en dehors des quartiers. Où ça exactement? Pour quel effet sur la ségrégation résidentielle au sein de la commune? Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles moi je travaille. Voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Je n'ai pas encore de résultats là-dessus exactement tout de suite. Qui dit ça dit aussi loi SRU, parce qu'on reconstruit des logements sociaux en dehors des quartiers dans le cadre du PNRU, sur des financements PNRU, mais on en construit aussi d'autres, du moins jusqu'ici, on en construisait dans des communes. Mon Dieu, c'est voilà. Dans des communes qui sont nettement plus privilégiées. Voilà. Est-ce que les ménages qu'on a forcés à partir de leur quartier où ils avaient leur tissu social, est-ce qu'ils en ont bénéficié? Est-ce que leur enfant allait dans une meilleure école? Est-ce qu'ils se sont retrouvés dans un quartier où la vie n'est pas trop dure pour eux parce que faire les courses c'est impossible, parce que les prix sont 3 fois plus élevés, ou parce qu'ils se font discriminer au jour le jour, parce qu'ils sont le seul noir ou du quartier? C'est toutes ces questions-là qu'on veut poser. J'avais déjà posé beaucoup de questions en introduction, vous aurez rajouté autant. Rendez pas le micro tout de suite, Nina Guyon. Je voudrais juste, dans l'étude que vous rendez, enfin que vous co-signez hier, il y a un effet de seuil qui est annoncé. En gros, vous faites 25% des quartiers sur lesquels l'activité a été extrêmement notable. Et ces 25%, c'est ceux qui, globalement, vous avez mis un seuil de financement à 63 000 € par habitant. Il y a un effet... Alors, on a repris ce choix du... En fait, en général, on coupe en deux, on regarde est-ce que ça se passe. Voilà. Là, quand on coupe en deux, on ne voit pas bien, en fait. Pourquoi? Et quand on coupe en quatre, on voit mieux. On voit mieux qu'il y a vraiment un quart des quartiers sur lesquels on a mis le paquet. Alors, attention, on n'a pas mis le paquet au niveau du quartier. Ça ne veut pas dire que le budget qu'on a mis dans ces quartiers-là était plus élevé en global que sur les autres. Ce n'est pas ça que ça veut dire. En fait, le budget dans ces quartiers était plus petit. Pourquoi il était plus faible? Parce que les quartiers étaient plus petits. Mais au final, la dépense par habitant est plus forte. On voit bien forcément, c'est plus facile d'avoir des effets forts sur des quartiers plus petits parce que ça coûte moins cher de faire des démolitions, des constructions, etc. Donc ça, c'est un petit peu mécanique. En revanche, on voit qu'effectivement, dans ces quartiers où, du fait qu'ils étaient plus petits, on a pu faire des interventions plus intenses, on a cette part qui diminue, oui. Mais il y a vraiment un effet de seuil, un effet de gap au niveau du financement, parce que la moyenne de financement est de 15 000 € par habitant. C'est ce que vous sortez aussi dans... Voilà, on voit qu'entre ce quart de quartier-là et les autres, on a vraiment une énorme différence en termes d'investissement par habitant, effectivement. Donc, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein? Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide? Je ne sais pas, c'est à votre bon vouloir. J'ai tendance à penser que alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un effet fort? Ça peut-être, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. Donc, on voit une baisse de 5 points de pourcentage de la part de ménages du premier décile. Comme vous disiez, on peut se dire, 5, 6, 7, voilà, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une idée, sur 20 ans, dans les quartiers qu'on appelle les quartiers contrôle, c'est-à-dire en gros des zones urbaines sensibles définies en 96, dans lesquelles on n'a pas fait de rénovation urbaine, la part du D1 a augmenté de 1,3 points, d'accord, sur ces quartiers. C'est pas beaucoup. Tout ça, c'est très stable. On est sur des choses très stables dans le plan. Là, on a diminué de 5 points.
Donc c'est vraiment énorme. En gros, on est 5 points, même si quand on est sur le logement social, on est sur 7 points. Donc on est sur des évolutions qu'on observe en général sur 60 ans. Donc c'est pour ça qu'on se permet de dire oui, c'est un effet fort. On a changé les choses par rapport à une évolution classique dans d'autres quartiers. Voilà, on est sur un ordre de grandeur de 60 ans. On est quand même sur quelque chose de... Voilà, il y a eu de l'argent mis sur la table, il y a eu des choses, c'est critiquable pour tout un tas de raisons, c'est positif, c'est négatif, voilà. Ça ne dit rien de où sont ces ménages pauvres, où sont-ils. On le saura bientôt pour la métropole de Nantes, partiellement en tout cas. Patrick Jarry, vous avez été pendant 19 ans le maire de Nanterre, commune symbolique, 53% je crois de logements sociaux à Nanterre. Qu'est-ce que ça veut dire la mixité sociale pour un élu d'une ville de cette taille-là? Ça ne veut pas forcément dire des choses très différentes de ce que mes prédécesseurs ont dit, mais moi j'y ajouterais une dimension peut-être politique. Quand on est le maire d'une ville comme Nanterre, donc, qui est située dans les Hauts-de-Seine, dans l'ouest parisien, donc dans un endroit où sans doute la ségrégation urbaine est la plus forte, quand je vois comment des élus sont arc-boutés pour ne pas mettre en œuvre la loi SRU sur plus de 20 ans, comment ils sont arc-boutés sur leur projet de ville de l'entre-soi, pour moi, l'idée de, entre guillemets, lâcher l'exigence de mixité sociale, j'aurais franchement le sentiment d'abandonner tous ces habitants dont je fais partie. Moi, je suis né dans un quartier politique de la ville, dans le quartier le plus pauvre de Nanterre, et pour lequel, derrière peut-être le mot d'exigence de mixité sociale, il y a ce qui a été dit un peu, l'exigence d'égalité, l'égalité de droit, l'égalité d'accès, l'égalité de pouvoir aller partout où on a envie d'aller, parce que je peux vouloir aller traverser la Seine puis habiter dans une ville à côté, mais je n'ai évidemment pas la possibilité de le faire. Bon, voilà. Donc déjà pour moi, j'y mets cette situation-là, cette dimension-là que j'ajoute à celles qui ont été données tout à l'heure. Puis après, je veux dire, il y a moi je ne suis pas un chercheur, je suis un praticien. J'ai une ville au début des années 2000 dans laquelle j'ai grandi, dont je deviens le maire. Dans cette ville, il y a 4 grands quartiers populaires dans lequel parfois le taux de logements sociaux est entre 85 et 95%. Il y a 2 quartiers dans lesquels on engage donc des transformations urbaines fortes via 2 programmes avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. On commence par 2, parce que de toute façon on ne pouvait pas par 4. On ne fait pas, parce que ça a été dit tout à l'heure, on ne fait pas simplement, on utilise l'agence et les financements pour transformer le cœur du quartier, là où sont concentrés les logements HLM, mais on travaille sur le quartier plus large, c'est-à-dire entre guillemets entre cité et quartier, c'est-à-dire que donc, si vous venez à Nanterre, évidemment, la transformation, elle n'est pas que sur les bâtiments, les anciens bâtiments HLM. Elle est globale à l'échelle d'un quartier et non pas simplement de la cité. Bon, nous, on a finalement une manière assez simple d'évaluer, évidemment, tout est intéressant dans tous les chiffres, mais simple. L'élection. Non, derrière nous. Non, une question simple. Quand un jeune est natif de Nanterre, qui est un jeune natif de Nanterre, ou sa famille, cherche un logement, où refuse-t-elle quasiment systématiquement d'aller? Eh ben, dans les 2 quartiers qu'on a transformés, donc Petit Nanterre et Université, aujourd'hui, la majorité des gens natifs de Nanterre
acceptent sans trop de difficulté, ils peuvent ne pas être d'accord sur l'étage, l'endroit, le bâtiment, tout ce que vous voulez, mais acceptent sans trop de difficulté un logement dans ces endroits-là. Même pour celui qui est autour de la gare de Nanterre Université, il y a même un certain engouement à retourner habiter dans ce quartier. Si à l'inverse, je prends les deux quartiers politiques de la ville sur lesquels les travaux en rue étaient des travaux sommaires d'espace extérieur, par exemple. Alors je prends l'un d'entre eux, le grand quartier Picasso, dans lequel il y a les fameuses tours d'Émile Aïot. Aujourd'hui, 85% des jeunes natifs de Nanterre à qui on propose un logement dans une de ces tours Aïot ou des bâtiments qui sont autour refusent. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'immeubles vides à Nanterre parce qu'une grande partie de ceux qui viennent sont en réalité des gens qui acceptent des logements dans un endroit qu'ils connaissent peu, dans une ville qu'ils connaissent peu, et parce qu'ils ont, on va dire, pas le choix dedans. Donc on voit bien que changer un quartier, modifier un quartier, redonner de l'espoir, redonner de l'envie d'être dedans, évidemment, ça change. Ça change la manière, d'abord les conditions de vie, ça ne résout pas tout, évidemment, mais ça change les conditions de vie. Alors, après, évidemment, est-ce que la durabilité, d'abord, je pense que dans la transformation, c'est jamais abouti, c'est-à-dire que si je prends le quartier du Petit Nanterre, notre horizon aujourd'hui, c'est l'ancien hôpital qui était la maison de Nanterre, qui servait de prison pour pauvres pour Paris. Donc on est en train de faire tomber les murs, de passer des routes, de transformer une partie des locaux en logements, d'y implanter des équipements. Bon, donc voilà, on est dans la continuité, etc. Donc évidemment, moi je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire que et puis on aura rénové une partie des bâtiments qui sont restés et il faudra aller recommencer. Là, évidemment, donc avec l'agence, on a demandé à l'agence de changer son règlement pour nous, puisque donc, nous sommes la première ville à tenter de modifier une partie de la population sans démolir les bâtiments. Donc on a choisi d'essayer de le faire donc, sur les tours d'Émile Aïot, d'abord parce que évidemment, on pensait que peut-être on pouvait faire autre chose que de démolir. C'est sans doute moins traumatisant, y compris pour un quartier, de démolir. On a pensé aussi parce que c'était les tours d'Émile Aïot qui ont une qualité architecturale qui peut les rendre attractives autrement. Voilà. Alors, évidemment, difficile, puisque donc on va proposer les tours d'Émile Aïot, c'est 1600 logements, qui d'ailleurs à l'origine n'étaient pas toutes des HLM, mais une partie, 40% étaient des ILN, 60% étaient des HLM, mais le bailleur social les a toutes transformées en HLM. Alors les gens qui habitaient dans les ILN étaient contents, puisque pour le même logement, ils se retrouvaient à payer un loyer moins cher, donc tout le monde a applaudi, mais évidemment, la répétition sur 30 ans fait qu'à l'arrivée, on est en difficulté. Donc, évidemment, notre objectif, c'est proposer à 500 familles d'être relogées et de transformer 6 tours en soit du logement intermédiaire, soit du logement en accession à la propriété. Voilà. Quel défi. Quelle stratégie, justement, une collectivité locale adopte pour, justement, dans un programme de réhabilitation, sans reconstruction neuve, convaincre des nouveaux habitants de venir faire cette fameuse mixité sociale? D'abord, il faut reloger ceux qui sont dedans. Bah oui. Bon, nous, sur les 2 premières vagues de quartier, on a relogé 90% des habitants à Nanterre. Parce que je pense que le sens du projet dans la ville compte. Est-ce que finalement je fais ce projet pour changer toute la ville, pour faire en sorte que les pauvres quittent la ville, ou en tout cas une grande partie d'entre eux, ou est-ce qu'au contraire, nous on l'a pas fait, on l'a fait dans cette idée d'une ville
j'avais dit mieux populaire. Hein, voilà. Donc on ne cherchait pas à changer de catégorie, à singer les villes qui sont autour de nous. Nous, on voulait simplement une ville où on vit mieux, hein, où les habitants voient mieux leur ville. Donc là, la première chose, c'est... alors, pourquoi on peut le faire? Parce qu'on va créer un nouveau quartier qui s'appelle le quartier des Grous, avec 4000 logements, dans lequel on va faire 30% de logements sociaux, qui est situé en bordure de la Défense. Donc on a 1200 logements sociaux nouveaux à construire, et donc on peut offrir à 500 familles d'habiter dans des logements sociaux neufs. Sur évidemment plusieurs années, instinctivement, il y a ces 500 familles qui quitteront de toute façon ces endroits, soit parce qu'ils veulent un logement plus grand, soit parce qu'ils en ont marre d'habiter dans cet endroit-là. Il y en a, et puis peut-être ça ne sera pas complètement ceux qui habitent dans les 6 tours visés, mais peut-être d'autres, puisqu'on peut penser qu'il y a une partie des gens qui habitent dans les tours dont on veut changer l'usage, qui voudront continuer d'habiter dans le quartier. Moi, ce qui compte, à mon avis, tout le temps, c'est le choix, quoi, hein. Essayer d'offrir le choix aux gens. Est-ce que je veux rester dans le quartier? Il y a les 3 questions. Hein. Est-ce que je veux rester dans le quartier? Est-ce que je veux rester dans ma ville? Ou est-ce que je veux partir de la ville? Nous, à chaque fois que les gens répondent dans le quartier, on essaie de trouver une réponse dans le quartier et on la trouve. Je veux rester dans la ville, on est très content, ils restent dans la ville. Et quand ils veulent partir, pour des raisons X ou Y, évidemment, on les accompagne pour partir. Donc, c'est aussi ça qui fait que la contrainte n'est pas tout à fait la même chose. Rester dans la ville, par exemple, les liens de solidarité à l'échelle de la ville, ils se retrouvent d'un quartier à l'autre, tout ça se réorganise assez facilement. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour des gens qui iraient ailleurs. Et puis, pour y arriver, évidemment, il faut que l'ensemble des actes qu'on fait dedans soient à la fois pour ceux qui habitent, hein, puisqu'on rénove, il y a donc 17 tours, donc on en démolit une. Donc on en change 6 d'usage et les autres on les réhabilite. Alors évidemment il faut que la réhabilitation soit de qualité pour que ça donne envie. Il faut évidemment qu'on retravaille le commerce qu'on a fait, qu'on retravaille les équipements, qu'on améliore les équipements publics, ce qu'on est en train de faire, qu'on repense les rues, etc. Évidemment, je ne sais plus qui a dit ce matin, souvent ça a été des quartiers qui ont été pensés sans rue, quoi. On était avec sans rue, sans adresse, souvent. Oui, avec des grandes nappes de parking autour. Voilà, que parfois la loi SRU d'ailleurs a compliqué, puisque ceux qui ont imaginé qu'on pouvait sortir le parking, hein, le parking avant, quand on était dans un HLM, c'était compris dans le loyer. Donc on mette sa voiture ou pas, qu'on en ait une ou pas, de toute façon c'est dans le loyer. Il y en a qui ont pensé que ce n'était pas juste, il fallait le sortir du loyer. Oui, mais donc du coup ça a eu des conséquences assez énormes sur la manière de se garer sa voiture dans ces quartiers. Donc il faut faire tout ça. Il y a aussi besoin, hein, puisque comme ces tours, et notamment sur l'une d'entre elles, ces tours sont classées au patrimoine remarquable du XXe siècle, mais sans doute elles méritent, en tout cas avec les concepteurs, avec les architectes, on est parti dans l'idée, au moins l'une d'entre elles, de la rénover dans son jus, c'est-à-dire y compris avec les faïences d'origine, dont on a retrouvé le fabricant en Italie, avec les cartes de décoration telles que Émile Aillaud et son coloriste Rieti avaient imaginé. Mais ça, peut-être, ça nécessite de considérer que ça fait partie, ça doit bénéficier du même classement, hein, patrimonial que le château de Versailles, que Saint-Germain, que le Louvre, ou que je ne sais quoi. Voilà, moi je trouve que ça mérite ça. Et évidemment, forcément, ça facilite l'opération de permettre à des gens, de convaincre des gens que c'est un lieu dans lequel on peut venir acheter son appartement, d'y habiter un peu le ciel, dans une tour assez extraordinaire d'un point de vue de ses couleurs, de l'endroit où elle est. Voilà. Vous nous avez convaincus. C'est bien vendu. Et puis vous pouvez vous tourner vers le Serpentin et Pantin, qui a aussi rénové un bâtiment Émile Aillaud de manière assez patrimoniale. Marie-Christine Jaillet, vous, alors on va aller au sud. On va s'arrêter plus du côté toulousain, puisque c'est quand même si vos recherches sont bien au-delà
votre terre d'implantation. Et déjà, on a commencé, j'avais demandé à tout le monde de faire un petit effort de définition. Vous, le vocable de mixité sociale vous dérange un petit peu. Vous voulez parler de diversité. Alors, voilà, pourquoi ? Oui, alors d'abord, dire que cette question de la mixité sociale, c'est une vieille question. Hein. Voilà, elle n'est pas nouvelle. Non. Et quand on est sur la question des quartiers d'habitat social, enfin, c'est important de rappeler que la circulaire Guichard a mis fin aux grands ensembles sur l'argument que le brassage social faisait défaut. Donc on ne parlait pas de mixité. 73, hein, c'est ça. Voilà, on parlait de brassage social. Donc il y a toute une série de vocables qui sont venus au fond désigner cette question de l'absence, du défaut de diversité sociale. Alors, le terme mixité, le mot mixité, moi, me gêne d'abord parce que historiquement, la mixité, c'était d'abord la question des filles et des garçons, quand même, l'école mixte, voilà. Donc, c'est un mot qui avait un contenu, et puis on y a rajouté toute une série d'adjectifs. Alors, ça a été dit tout à l'heure, la mixité fonctionnelle. Donc, la mixité fonctionnelle, c'est faire en sorte que dans un lieu, il n'y ait pas que la fonction de l'habitat, mais qu'il puisse y avoir de l'emploi, de l'activité, etc. Et puis, on a rajouté social. Est-ce que ça qualifie vraiment ce qui est en jeu à propos des quartiers ? Ça a été dit ce matin, enfin je pense que là, beaucoup de choses sont dites depuis ce matin, en fait, autour de cette question de mixité. Est-ce qu'il s'agit, parce que la mixité sociale, ça peut être des jeunes, plus de jeunes là où il y a des vieux, ou plus de vieux là où il y a des jeunes, ça peut être plus de riches là où il y a des plus pauvres, de riches là où il y a des pauvres, là où il y a des riches. Ça peut être aussi plus de blancs là où il y en a moins. Et l'ambiguïté de la mixité sociale, quand on est sur la question des quartiers, elle est quand même là. C'est-à-dire, on dit mixité sociale, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Et qu'est-ce qu'on veut vraiment à un moment quand même où une grande partie des classes populaires dans les grandes villes, en tout cas dans les grandes agglomérations, sont issues de l'immigration. Voilà, il faut qu'on puisse le dire aussi, ça. Et je voudrais revenir effectivement aux propos qui avaient été tenus, parce que ce que je trouve intéressant dans nos échanges, c'est qu'on est des chercheurs ou des acteurs, au fond, un peu à distance du conflit idéologique dont il a été question tout à l'heure. Et moi, je n'ai pas de point de vue non plus tranché sur est-ce que c'est bien ou mal. Voilà. Alors, on peut dire à la fois c'est bien, le regroupement, l'entre-soi, parce qu'effectivement, c'est des ressources à disposition des personnes pour qu'elles développent des parcours de vie. Simplement, ce qu'on observe, ça a été dit aussi, c'est qu'il y a des entre-soi qui ne posent pas problème, les plus riches, et on sait par les travaux des statisticiens que les endroits dans la ville qui sont les plus ségrégés, ce n'est pas les quartiers dont on parle, c'est les quartiers de riches. Là, l'entre-soi ne pose pas problème, il est même d'une certaine manière valorisé. Ce qui pose problème, c'est l'entre-soi, entre guillemets, des pauvres, et en particulier des pauvres quand ils sont issus de l'immigration, parce que là, on parle non pas de communauté, parce que communauté, ça pourrait être un élément très favorable et très positif. Effectivement, on s'appuie sur les ressources de sa communauté, et on en a besoin, et puis après, on vit sa vie. On parle de communautarisme. Donc, je pense que ça vaut le coup déjà d'éclairer effectivement ce débat sur le retour de la mixité sociale dans les quartiers en reprenant voilà, ces quelques éléments de contexte. Deuxième élément, ça a été dit depuis ce matin et moi j'y tiens beaucoup et je crois qu'on y tient tous, il y a quand même une incroyable diversité des situations. Donc attention aux propos généraux. Quand on entend parler ce matin de Valenciennes, qui est un contexte particulier, qu'on entend parler tout à l'heure de Laval, qui en est un autre, qu'on entend parler de Nantes, et puis évidemment des quartiers de l'Île-de-France, on sait bien qu'on est sur des réalités sociologiques différentes, on est sur des contextes différents, les enjeux ne sont pas de même nature. Donc les propos généraux... Ce que Tommaso Vitale a bien dit à la fin de son intervention sur le fait qu'il fallait les observer à la loupe, un par un. Voilà, tout à fait. Je continue à dérouler le propos par rapport à des choses qui ont été bien montrées. Ce dont on manque sur la question de la mixité, ça a été dit, c'est qu'en général, les quartiers, on les regarde comment ? Par flash successifs, à des moments différents. Et de manière générale, le discours, c'est « ça ne bouge pas, ça ne change pas, voire même… » ça s'aggrave, sauf que ça a été dit, on ne regarde pas les on ne voit pas les mouvements, et les mouvements, ils sont très importants. Quand j'entends 50% entre deux dates, moi je peux faire les mêmes observations sur les terrains que je connais.
Et du coup, le travail qui a été présenté tout à l'heure sur Nantes, où on se donne les moyens, là, effectivement, de regarder quelles sont les mobilités, c'est la seule manière d'instruire et d'évaluer, effectivement, la question de la mixité sociale. Pourquoi? Parce que ça permet de régler le problème du statut de ces quartiers à l'échelle d'une agglomération urbaine. Est-ce que ces quartiers, c'est des quartiers SAS, ou des populations qui arrivent, effectivement, dans une communauté, trouvent les ressources pour ensuite développer leur vie ailleurs? Et dans ce cas-là, effectivement, est-ce que l'analyse des trajectoires le montre? Elles vont ailleurs, alors dans la commune, dans d'autres cités ou hors de la commune, ou est-ce qu'éventuellement certaines restent et qui restent? Donc ce travail-là qui est fait sur Nantes, ça vaudrait le coup qu'on puisse le faire absolument partout. Parce que moi, je voulais aussi revenir sur un élément, c'est quand on dit que, au fond, enfin, c'est revenir sur, au fond, la diversité aussi des habitants. Il n'y a pas les quartiers de la politique de la ville et il n'y a pas non plus l'habitant type. On sait bien qu'il y a des habitants qui veulent quitter les quartiers, qui ne pouvaient pas jusque-là quitter les quartiers et pour lesquels les opérations de démolition, reconstruction sont éventuellement une opportunité de mobilité. On sait dans le même temps, ça a été dit aussi, qu'il y a des habitants qui veulent rester parce que leur vie est là, parce qu'il y a un attachement fort, y compris parce que pour un certain nombre d'entre eux, sortir du quartier, aller se confronter à une société ailleurs, où on peut être confronté à des faits de discrimination, à une hostilité, etc., de ce point de vue-là, c'est le quartier refuge. C'est le quartier refuge. Et on a besoin de ces travaux d'analyse des trajectoires pour essayer de voir, effectivement, à l'échelle d'une agglomération, quels sont les quartiers qui fonctionnent plutôt sur des logiques de SAS, quels sont les quartiers qui sont des refuges, quels sont les quartiers aussi où on reste d'une certaine manière, alors là, dans des situations de relégation. Donc je pense qu'on a besoin effectivement d'un certain nombre de travaux très fins. Et le point sur lequel je voulais revenir, que je partage, c'est que si on estime qu'il faut continuer à tenir l'objectif d'un retour vers une plus grande diversité sociale dans les quartiers, parce qu'on pense que pour la société, c'est bien. Voilà. Donc moi, je ne me prononce pas. Est-ce que ça favorise les interactions? L'exemple qui a été donné tout à l'heure alors c'est Nantes, non, c'est pas Nantes, de Laval, non, voilà, merci, montrait qu'en fait, c'est pas parce qu'on réussit la diversité de l'habitat que pour autant ça produit davantage d'interactions sociales à l'échelle du quartier. Ça montre qu'éventuellement on peut venir habiter effectivement parce qu'on est classe moyenne aux franges du quartier, parce que les conditions de logement sont bonnes, confortables, éventuellement moins chères qu'ailleurs sur le marché, mais par contre, ces enfants ne sont pas dans l'école des quartiers, et puis on n'a pas d'interaction avec les habitants. Donc, admettons néanmoins qu'il faille aller vers, effectivement, plus de diversité sociale dans les quartiers. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va l'obtenir en la travaillant à l'échelle du quartier, ou est-ce qu'on va l'obtenir en la travaillant à une autre échelle? Et l'autre échelle, c'est celle de l'agglomération. Et moi, je pense que c'est à l'échelle de l'agglomération. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de la loi SRU et du fait qu'on fait rentrer aujourd'hui les logements intermédiaires ou certains dans le fameux quota, eh bien, risque effectivement de faire que la nécessité de construire du logement social de qualité, bon marché, mieux équilibré, partout dans une agglomération pour redonner le choix aux habitants, les plus pauvres ou les plus modestes ou les plus précaires, et faire en sorte qu'il n'ait pas pour seule destination ces quartiers qui aujourd'hui concentrent encore dans bon nombre d'agglomérations l'essentiel de l'offre de logements HLM bon marché. Effectivement, l'enjeu, il est là. Donc moi, il me semble que l'enjeu premier aujourd'hui, c'est bien de poser cette question-là de la diversité sociale et donc de la diversité de l'habitat et donc de la construction de logements sociaux bon marché de qualité partout et partout à l'échelle de l'agglomération. Alors, vous l'avez dit, il y a des maires qui refusent,
qui résistent. Alors, ils refusent et ils résistent aussi parce que derrière, ils ont des électeurs. Ça fait même Donc, des moi, campagnes électorales, c'est ce que je viens de voilà. vous dire, quoi. Mais moi, je voudrais effectivement qu'on pose du coup la question qui est un vrai débat de société. C'est-à-dire à un moment d'évolution de nos sociétés où on sent bien le repli, la peur de la différence. On voit bien aussi ces mouvements-là, alors qu'on appelle, nous, ces phénomènes de NIMBY, c'est-à-dire, oui, il faut du logement social, il en faut, mais pas chez moi, pas à côté de chez moi, parce que ça suscite les peurs sur des représentations qui sont fausses, mais elles sont là, et c'est bien avec ça qu'il faut travailler. Donc l'enjeu, il est là, et c'est pas simplement, effectivement, convaincre les maires qu'il faut produire du logement social de qualité, pas simplement pour répondre à des besoins locaux, parce qu'ils existent les besoins locaux, mais pour s'inscrire effectivement dans l'exercice d'une solidarité à l'échelle de l'agglomération. Il faut convaincre aussi, j'allais dire, nos concitoyens et l'ensemble des citoyens de cette nécessité-là. L'idée que la mixité serait désirable, en quelque Alors, sorte. qu'elle est de toute manière probablement nécessaire ou indispensable à la société, parce que sinon, effectivement, on voit bien... Vous avez un petit avis quand même, du coup. Alors, j'ai un petit avis, oui, mais ça a été dit tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a eu un temps rêvé comme ça où la ville était idéalement mixte. La ville, elle a toujours été traversée par des divisions sociales. Simplement, effectivement, les couches moyennes, ou ce qu'on a appelé les couches moyennes, ont souvent assuré la mixité sociale. Ce n'est pas les plus riches qui n'ont jamais assumé, c'est les couches moyennes. On voit bien aujourd'hui que les couches moyennes, elles sont insécurisées, qu'elles sont sur des phases de retraite, de protection aussi de leurs conditions de vie, y compris pour leurs enfants, donc peut-être moins prêtes qu'elles ne l'ont été à cette confrontation à l'altérité ou à la différence. C'est ça le débat qu'il faut effectivement poser. Donc on voit bien que c'est un débat qui peut être posé à partir de la question des quartiers, mais qui doit être posé à l'échelle, alors moi je dis des intercommunalités, parce que l'expérience que j'ai moi, effectivement, elle est celle des grandes agglomérations françaises, alors toulousaines ou lyonnaises ou autres, et que je vois bien que c'est à ce niveau-là. Et dernier élément, l'enjeu est important parce qu'on est dans un pays, heureusement j'allais dire, où le logement social reste généraliste, donc où un grand nombre de nos concitoyens peuvent accéder au logement social. Donc ça ne suffit pas de produire du logement social dans une commune et de se mettre à 25% de l'exigence. C'est, je le redis, du logement social bon marché. C'est la question des PLAI. Or, on sait que dans bon nombre de communes, dans une agglomération, il y a des besoins locaux qu'il faut satisfaire, parce qu'il y a des jeunes qui décohabitent, bon, pour toute une série de raisons, parce qu'il y a des divorces, etc. Bon. Mais la question là, c'est bien la question de l'exercice d'une solidarité pour éventuellement aller vers une moindre ségrégation, voilà, de ces quartiers-là, alors qui font peur, voilà, qui font peur. Enfin, ce qui était dit, je ne veux pas y aller, enfin moi je l'ai souvent entendu, et donc il y a une autre dimension qu'il faut aussi retravailler, c'est la question des représentations. Parce que, de leur attractivité en quelque sorte. Si je reviens à Toulouse, que je connais bien, le Mirail, si on regarde objectivement les quartiers du Grand Mirail en termes de désenclavement, d'accès au transport en commun, le métro, de niveau d'équipement, etc., de qualité de l'environnement, un lac, des parcs, etc. Bon, j'allais dire ce que tout le monde recherche. Voilà. Néanmoins, c'est là où beaucoup ne veulent pas aller. Donc cette dimension de la représentation, des représentations sociales, elle est fondamentale. Et comment, dans l'action publique, on peut travailler à faire évoluer les représentations sociales. C'est aussi, je pense, un enjeu d'une très très grande difficulté. Je voudrais... Ne posez pas votre micro, Marie-Christine Jaillet, parce que je voulais vous soumettre une question qui remonte de la salle via cette tablette magique de Rokayatou qui a cette remarque. Les QPV, et ça rebondit sur ce que vous disiez au début de votre introduction, c'est pour ça que je vous l'adresse. Les QPV sont-ils le théâtre d'enjeux particuliers autour de la question de l'accès, de la présence ou de la pratique des espaces publics par les publics féminins ? Parce que vous parliez, on a parlé mixité, on n'a pas... Voilà, et qu'on a... Alors, sur les situations que je connais moi, la réponse est oui. Et probablement que ça, c'est effectivement
une des évolutions que moi j'ai le plus observées ces dernières années. C'est effectivement que la question de la place des femmes, leur droit à circuler librement dans les quartiers, dans les espaces publics, en tout cas dans les quartiers que je connais, est une vraie question. Voilà. Et elle renvoie effectivement à des éléments dont on n'a pas parlé ici. C'est que peut-être que à défaut effectivement de pouvoir entrer dans ce qui a été le modèle d'intégration qui a fonctionné pour des générations successives d'immigrés, qui était l'intégration par l'emploi et par le travail, qui donnait aussi un statut social, une identité. Dans les quartiers aujourd'hui, à défaut d'eux pour certains, eh bien, probablement que l'identité, elle vient aussi s'agripper à la religion. Voilà. Et que là, il y a aussi une question qu'il faut pouvoir mettre sur la table. Ce qui est aussi une des questions qui remontent de Noémie sur les risques de communautarisme. Il nous reste 10 minutes pour cette table ronde. Nina Guyon, je voudrais absolument, parce que je l'ai dit en introduction et ça a été redit, qu'on s'arrête 5 minutes, 10 minutes en l'occurrence, sur la question de la mixité scolaire. Vous avez là aussi nourri une étude qui est très manifeste sur les différences de destin à partir du moment où l'investissement est fait sur l'équipement scolaire. Vous me le disiez quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, que l'accès au collège, en gros, vous aviez noté que, pour le dire vite, mais vous allez le détailler, que vous pouviez noter de manière très notable une baisse sensible de l'arrêt de la scolarité en fin de troisième pour tous les quartiers qui avaient été pris en charge, accompagnés dans des programmes de rénovation urbaine. Alors, c'est pas tout à fait ça. Je vais revenir là-dessus. Donc, effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, quelque chose sur lequel j'essaye de travailler depuis longtemps, c'est de voir ce qui s'est passé pour ces enfants qui ont dû déménager du fait des démolitions. Donc ça, c'est quelque chose qui est de fait très difficile à faire parce que dans les bases de données de l'éducation nationale, il n'est pas indiqué 7 élèves vivaient dans un logement qui a été démoli sur un budget en rue. Hein. Ça n'existe pas. Donc il faut faire avec ce qu'on peut. En travaillant là-dessus, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de quartiers, soit de la rénovation urbaine, soit hors rénovation urbaine, mais quand même ZUS ou QPV, voilà, dans lesquels on a fermé, démoli des collèges. Et donc c'est principalement dans des villes en décroissance. Le collège de Cité s'avérait être à moitié vide, et puis les deux collèges à côté avaient un peu de place, parce qu'en fait, la population diminue depuis un petit moment, et donc, tout à coup, on ferme le collège. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que là, on a une espèce d'expérience naturelle, où on peut voir qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui aurait dû aller dans ce collège de Cité, et qui, tout à coup, pour une raison externe, va se retrouver dans un autre collège, un collège plus proche du centre-ville, nettement moins socialement défavorisé, pas non plus un excellent collège, mais un collège moyen. De secteur. De secteur. Et donc, ils vont se retrouver là. Et donc, là, on a un espèce d'énorme choc de mixité sociale scolaire, où tout à coup, on va avoir vraiment de la mixité. Alors, il y a une certaine forme ensuite de ségrégation qui peut se faire à l'intérieur de l'établissement scolaire, entre les classes, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que même au niveau de la classe, on va avoir plus de mixité qui se fait, à la fois pour les élèves plus favorisés qui voient ces élèves plus pauvres arriver, ou pour les élèves plus pauvres qui voient plus d'élèves favorisés dans leur classe. Et qu'est-ce qu'on voit là ? On voit un très fort effet sur la probabilité d'arrêter l'école après la troisième, donc une énorme baisse. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? À mon sens, c'est vraiment très important parce que c'est une preuve que l'établissement dans lequel on va, on ne donne pas les mêmes opportunités à tout le monde, et que aller dans un établissement X ou un établissement Y, ça impacte le devenir scolaire des enfants. Un enfant qui grandit dans tel endroit ou dans tel endroit n'aura pas la même trajectoire scolaire, et le système y est pour quelque chose. Ce n'est pas simplement lui, son contexte familial, son contexte social, etc. C'est le système qui fait que la République n'offre pas une égalité d'opportunités pour ses enfants. Donc je pense que ça, c'est vraiment essentiel.
L'autre chose que je regarde dans cette étude, donc voilà, j'espère pouvoir sortir ces résultats dans quelques mois, c'est l'autre question qu'on ne pose pas ici, parce qu'on est tous voilà, sur l'hypothèse, peut-être trop, que la mixité sociale c'est bien, c'est qu'est-ce qui se passe pour les enfants des parents plus favorisés qui voient ces enfants pauvres arriver dans leur établissement. À quel point est-ce qu'ils fuient en courant et quand ils ne fuient pas, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, une partie fuit. C'est pas non plus voilà, 5 points de pourcentage d'augmentation d'enfants qui vont aller plus dans le privé. Et d'ailleurs, une augmentation qu'on voit principalement, quasiment uniquement chez les filles. Donc des parents qui s'inquiètent pour leurs filles. On en revient voilà, à ces problématiques-là. Et qu'est-ce qu'on voit en revanche sur la grande majorité qui ne fuit pas, donc les 95% restants? Eh bien, on voit en fait une amélioration de la trajectoire scolaire des enfants. Aussi. Pourquoi? Les données semblent pointer le fait qu'en fait, ce qui se passe, c'est une histoire de rang, c'est-à-dire que ceux qui étaient les moins bons scolairement ne sont plus les moins bons scolairement parce qu'il y a d'autres enfants plus défavorisés qui arrivent, qui sont moins bons qu'eux, et donc on a un espèce de d'effet positif qui se fait comme ça, que la mixité en fait va être à la fois positif pour ceux qui sont tout en bas de la distribution scolaire, parce que pour eux, de toute façon, le gap entre leur ancien établissement scolaire et le nouveau est énorme, donc c'est un gain quoi qu'il arrive, mais sur place, on ne voit pas un effet négatif. Alors pour l'instant, je regarde les trajectoires scolaires, donc part d'enfants qui arrêtent l'école après le collège, part d'enfants qui va aller en seconde générale. Je ne trouve pas d'effet négatif sur ça et les données devraient bientôt pouvoir me permettre de regarder ce qui se passe en termes de résultats scolaires. Voilà. Donc c'est quand même un horizon désirable, la mixité, puisque c'était ça le questionnement de ce début de table ronde dont on voit la fin s'approcher. Patrick Jarry. Non, mais moi, je n'avais pas parlé de l'école, mais parce que comme on parle d'anniversaire, si on regarde comment se posait la question de l'école il y a 20 ans et comme elle se pose aujourd'hui, les populations qui vivent dans les quartiers populaires, dans les quartiers politiques de la ville, ils savent maintenant, parce que pendant longtemps, moi-même, j'ai porté l'idée que finalement l'école de la République aidait tout le monde à réussir, qu'on avait tous les mêmes chances, que la preuve, il y en a qui... Bon, et aujourd'hui, tous les habitants, parce qu'ils écoutent aussi la radio, les télés, les machins, etc. Donc ils savent tous que ce qu'on dit est faux. C'est-à-dire que les écoles dans lesquelles sont concentrés les plus pauvres ont des résultats moins bien, etc. Ça, c'est extrêmement grave et on n'en mesure pas encore tous les effets des conséquences. On n'en mesure pas encore tout à fait les conséquences parce que dans la mémoire populaire, c'est quand même assez récent de percevoir ça. Et aujourd'hui même, le corps enseignant le porte. Il le porte pour lui-même et il le porte pour les autres en le racontant à tous ceux qui éventuellement s'inquiètent. Donc moi je pense que ce qui peut écrouler les énormes efforts qu'on a faits donc pour faire évoluer ces quartiers populaires, leur apporter de la diversité. Moi aussi, j'aime bien, ou des diversités au pluriel d'ailleurs, j'aime bien entre les habitants anciens puis les nouveaux qui arrivent, parce que les villes, ça doit rester des lieux ouverts où, même dans les quartiers populaires, on peut avoir tendance à vouloir fermer. Bon, il n'y a que ceux qui sont depuis X générations d'antériens qui auraient bientôt le droit. Bon, donc j'aime bien ce terme de diversité, mais ce qui peut faire écrouler ce qu'on a fait, c'est ça. C'est la question scolaire. C'est pour ça que ce matin, j'entendais, c'est pas avec une politique, il faut une politique nationale de logement. Moi, je pense que l'urgence, il faut se mettre sur cette question de l'école. Parce que sans quoi, alors là, c'est sûr, on va absolument à l'échec de tout ce qu'on a entrepris. Et nous, on est dans une ville, si vous voulez venir étudier sur Nanterre la situation, vous pouvez le voir, parce que nous, on est en plus exposés que dans d'autres, puisque nous, on est collés à Neuilly, à Rueil, à Puteaux, à Courbevoie, à Mar-de-la-Coquette, à Vaucresson, etc., etc. Et en plus, ils perdent des enfants plus que nous. Donc, dans leurs écoles privées et dans leurs écoles publiques ségrégées, ils vont avoir de la place. Donc, leur attractivité sur les écoles de la ville de Nanterre, par exemple, vont être beaucoup plus grandes que ce qu'elle est encore aujourd'hui.
Donc non, moi je pense que cette question-là, alors c'est bien que vous mettiez en avant des choses, mais elle est fondamentale. Si on ne s'attaque pas à ça, alors là pour le coup il y a un véritable risque d'écroulement du système scolaire français qui était la fierté de la France, etc. etc. Mais franchement, moi ce que je perçois est vraiment extrêmement inquiétant. Est-ce qu'il y a eu une très grande différence entre le PNRU et le NPNRU, cet investissement massif sur les équipements scolaires entre les deux plans de rénovation urbaine dans l'évolution de l'agence? Manuel, je voudrais juste vous donner un mot de conclusion le plus rapide possible parce qu'il nous reste théoriquement 48 secondes. Oui, mais effectivement, autant l'effet quartier peut être débattu, autant l'effet positif de la mixité scolaire se retrouve dans toutes les études. Et ce que vous dites a rien de surprenant. Donc vraiment, se battre pour la mixité scolaire, c'est un combat qui est très favorable pour les enfants défavorisés et pour les enfants favorisés aussi. Donc c'est vraiment important. Et puis ce que vous disiez, Madame Jaillet, était très juste sur le fait que la mixité se fait à l'échelle intercommunale. Et c'est aussi une des avancées du NPNRU d'avoir été davantage négocié à l'échelle intercommunale et pas que communale. Et là, point d'actualité, ça a été peu relevé dans le discours de Gabriel Attal. Tout le monde a retenu son attaque sur la loi SRU, mais personne n'a retenu, ou peu, qu'il y avait aussi une attaque contre l'intercommunalité dans les attributions de logements sociaux. Il a dit on va donner les premières attributions des logements sociaux neufs uniquement aux maires. Et ça, en termes de préférence communale, d'attaque contre la mixité sociale, d'attaque contre le droit au logement, c'est massif. Parce que ceux qui relogent les personnes défavorisées, les ménages d'ALO, etc., c'est le contingent préfectoral, c'est comme ça. Et ce qui permet, et ce qu'on a essayé de faire depuis des années quand même, c'est de passer à l'échelle intercommunale, à la fois la production HLM et les attributions HLM, pour que justement, ce ne soit pas les Nantériens à Nanterre, les Marnais la Coquetté à Marne-la-Coquette, je ne sais pas comment ils s'appellent. Et donc là, c'est un retour en arrière qui est extrêmement inquiétant. Donc ça peut aussi aller tout à fait à l'encontre des efforts de mixité sociale par l'urbanisme à travers cette question d'attribution HLM et à travers la question de la ségrégation par l'école. Merci à tous les quatre.